Mordu de Savoie vous présente l'Europe vue de la Savoie, le podcast qui décrypte l'Europe depuis les pays de Savoie. Présenté par Damien Boussicu avec la participation de Henri-Georges Brun, président de la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie. Bonjour et bienvenue pour ce 4e épisode de votre podcast L'Europe vue de la Savoie. Je suis toujours en compagnie de Henri-Georges Brun, le président de la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie. Et on va parler de citoyenneté européenne. Bonjour. Bonjour Damien. Alors, ma première question, en quoi selon vous l'Europe est importante pour la France ? On fait partie, on a dit, d'un ensemble de l'union de nations qui ont des valeurs européennes, valeurs de solidarité, valeurs aussi de protection, valeurs par rapport à la paix, parce que l'Union européenne a été instituée essentiellement pour la paix, et valeurs de citoyenneté européenne. Qu'est-ce que c'est qu'être citoyen européen ? Qu'est-ce qu'être citoyen déjà ? Être citoyen, ça a une signification qui remonte à l'Antiquité. Donc l'étymologie de citoyen, c'est qui vient du latin civis, celui qui a droit de citer. La citoyenneté, c'est l'état ou la qualité de citoyen. Elle permet à un individu d'être reconnu comme membre d'une société, d'une cité dans l'Antiquité ou d'un État aujourd'hui et de participer à la vie politique. Cette citoyenneté, elle n'est pas additionnelle, elle est française. On est citoyen de l'État français, on est citoyen de la ville que l'on habite, on est citoyen du département, etc. Mais on est aussi citoyen européen. Et cette citoyenneté est une citoyenneté de superposition. L'une annule pas l'autre. Être citoyen français, être citoyen européen, c'est tout à fait compatible. On est tout ensemble, superposés. Et donc, cette citoyenneté européenne permet une solidarité entre les États, et ce qui me paraît être important et garantie de paix. C'est aussi la citoyenneté, la possibilité d'avoir des droits. Quels sont les droits des citoyens ? C'est avant tout le droit de vote, puisque dans la Charte des droits fondamentaux, par exemple, dont on a déjà parlé, au chapitre citoyenneté, le premier article, c'est le droit de vote. Droit d'être élu, droit de voter. On a le droit de voter dans n'importe quel des 27 États pour bientôt, le 9 juin, les députés européens. Où que l'on soit, on peut voter. On peut aussi être élu dans la ville où l'on habite, quelle que soit la nationalité. Par exemple, vous êtes français, vous allez habiter Barcelone, et vous pouvez vous présenter au conseil municipal de Barcelone et vous pouvez être élu. Cela dit, vous ne serez pas élu maire, vous ne serez jamais élu maire. Il faut avoir la citoyenneté espagnole pour être élu maire. Donc, néanmoins, vous pouvez vous présenter en tant qu'Européen aux élections européennes et aussi aux élections municipales. Donc, c'est le premier droit du citoyen d'avoir le droit de vote. Vous savez, ça paraît anodin actuellement d'avoir le droit de vote. Mais combien de gens sont morts pour avoir le droit de vote ? Les femmes ont eu le droit de vote il n'y a pas longtemps, 87, je crois, c'est ça. 87, non, avant. Non, c'est le banquier. 87, c'est le droit à signer des chèques, avoir un carnet de chèques, pardon. Non, 45 droits de vote. Il y a une femme notamment à laquelle on pense souvent, c'est Louise Weiss. Louise Weiss, c'était une journaliste, on va dire suffragette, c'est-à-dire qui s'est bien battue pour que les femmes aient le droit de vote. Et elle était dans l'entourage du général de Gaulle. Ça a été, avec Simone Veil, la première femme à entrer au Parlement européen. Elle a même été la première présidente, avant Simone Veil, la veille de la présidence de Simone Veil, présidente du Parlement européen lors de la séance d'installation du Parlement européen. Elle était doyenne du Parlement, elle a donc dirigé l'élection du bureau du Parlement européen. Et le lendemain, c'est Simone Veil qui était présidente du Parlement européen. On sait qui était Simone Veil. On a eu là une présidente française extrêmement prestigieuse. Voilà, je pense souvent à Louise Weiss, et cette femme a donné son nom, enfin l'Union européenne a donné son nom au bâtiment du Parlement européen de Strasbourg. Voilà. Donc ça, la citoyenneté, être citoyen, il faut en être conscient. Et je pense qu'être citoyen européen, la citoyenneté européenne, c'est peut-être l'arme la plus importante que l'on puisse opposer aux dictatures. Ça veut dire que c'est l'émanation d'un peuple, c'est l'émanation de plusieurs États unis dans l'Union européenne, unis dans la diversité. C'est plusieurs cultures, c'est ce que j'ai dit. Plusieurs cultures, oui, unis dans la diversité. Et donc, par rapport à la montée de la dictature de Poutine, à mon avis, avant les armes, c'est cette solidarité dans la citoyenneté européenne qui me paraît importante. C'est ce que l'on peut développer, nous, en tant qu'hommes, sur le plan local, essayer de développer cette notion de citoyenneté européenne et faire face à tous les clichés
tous les fake news pour parler anglais, toutes les fausses nouvelles pour parler français, tous les clichés, voire même les erreurs et les manipulations qui viennent d'on ne sait où, si on le sait d'où elles viennent les manipulations, je ne ferai pas de dessin, grand test, qui viennent et qui font qu'ils viennent dénigrer l'Union européenne. Et nous, on n'est pas là pour la dénigrer. Alors, est-ce que c'est incompatible aussi à l'amour qu'on peut avoir pour sa région? On sait que la Savoie, c'est une région où les gens sont fiers de leur région. Avec le drapeau de Savoie, ça ne se voit pas dans toutes les régions de France. Est-ce que c'est incompatible ou est-ce que c'est complètement compatible? Vous avez parlé, il y a l'Europe, il y a la France, il y a les régions. Et notamment certaines régions, on peut citer la Corse, l'Alsace, la Bretagne, le Pays Basque et la Savoie fait partie de ces régions avec un caractère fort. Personnalité très forte. Exactement. Est-ce que c'est compatible? Très compatible. J'ai bien dit que nous avions une citoyenneté de superposition. Donc nous sommes, si nous habitons en Savoie, savoyards, d'origine ou pas d'ailleurs. Moi je ne suis pas d'origine savoyarde, mais ça fait tellement longtemps. Je suis en Savoie depuis 1971, donc je me sens très savoyard. Mais qu'on soit de Savoie ou d'ailleurs. Je suis né au Mans, j'étais très fier de ma région où je suis né, pendant la guerre qui a subi aussi les affres des bombardements sur les gares de triage, qui a vu les troupes de Patton passer sous sa fenêtre, enfin même ma famille, pas moi, je n'étais pas encore né, pour aller contourner la poche de falaise sinistrement connue, où il y avait les fameuses divisions SS, notamment Das Reich, qui étaient prises au piège, mais qui remontaient quand même vers l'Allemagne, qui fuyaient l'Allemagne. Mais bon, la Sarthe a donné beaucoup dans la libération de la France avec les Alliés. Et la Savoie a donné beaucoup également dans les combats. On voit actuellement le 80e anniversaire des parachutages pour la résistance savoyarde. Donc, que ce soit dans la Sarthe, que ce soit dans le Vercors, que ce soit au Glières, que ce soit en Savoie, on peut être très fiers. On est très fiers. On a un patriotisme. La citoyenneté européenne n'exclut absolument pas le patriotisme. Par contre, elle exclut le souverainisme. C'est-à-dire le fait d'être absolument français et ne pas sortir de cette identité. On est français, on est européen. Et la citoyenneté européenne est décrétée par l'État qui est dans l'Union européenne. Ce n'est pas l'Union européenne qui décrète la citoyenneté européenne. C'est la France, si vous êtes français, qui estime que vous êtes citoyen européen. C'est unique. L'Union européenne ne peut pas vous enlever la citoyenneté européenne autrement que par l'intermédiaire de la France, de votre État. Et puis ici, en Savoie, on sait mieux que peut-être quiconque, on va dire toutes les régions frontalières ou transfrontalières, l'importance justement de ces échanges, de cette citoyenneté avec l'Italie, où l'Italie est juste à côté. Donc forcément, ça rajoute un petit peu à cette impression que l'Europe est très importante de par les échanges. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé quelque part de vivre avec le voisin italien. Donc, il vaut mieux que ça se passe bien, il vaut mieux que ce soit en harmonie. En harmonie, et exactement. C'est souhaitable de s'entendre avec nos voisins, surtout. Et on s'entend très bien avec nos voisins italiens. Tiens, d'ailleurs, le conseil départemental va organiser au passage une fête, je ne sais pas si vont l'appeler la fête de l'Europe, mais c'est tout comme, à la frontière, au col du Petit Saint-Bernard, à la fin du mois de juin. Donc la Maison de l'Europe a demandé à participer à cette fête qui va être entre Italiens et Français. Oui, parce qu'en plus, de l'Europe. Exactement, ce col est justement à la frontière et a toujours été très important pour les deux pays, pour le transport notamment. Pour tout. Pour tout. Pour beaucoup de choses. Pour l'agriculture, pour des échanges festifs, beaucoup de choses culturelles. Donc ce sera une fête franco-italienne, européenne. J'ai pas les détails. Oui. On les aura par l'intermédiaire du conseil départemental quand il sera prêt à en diffuser l'information, mais c'est prometteur. Alors j'aimerais qu'on aborde un point. J'ai une petite réflexion, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais on est passé, ou on est en train de passer en tout cas, de l'Europe économique à l'Europe politique ou citoyenne. Est-ce que c'est quelque chose que vous approuvez, vous êtes d'accord ? Alors l'Europe politique, c'est compliqué. C'est encore bien compliqué. L'Europe économique, c'est d'une façon tout à fait acquise. L'Europe citoyenne, on vient d'en parler. L'Europe politique, la problématique de l'Europe politique, qui représente l'Union européenne, qui est représentatif vis-à-vis du monde entier, par exemple. Un État, il est facile de voir qui représente l'État. C'est le chef d'État, le président ou le chef d'État. Il est certain qu'en France,
l'identité de la France, l'image, c'est le président de la République. C'est aussi les parlements, bien entendu, c'est le gouvernement. Mais c'est avant tout, c'est le président de la République qui représente la France auprès du monde entier. L'Union européenne, c'est pas pareil. Ce n'est pas une union fédéraliste, c'est pas une fédération. Si c'était une fédération, bon, d'aucuns voudraient que ça devienne une fédération. Ça, c'est un autre débat. On pourrait l'avoir d'ailleurs avec un spécialiste du fédéralisme, j'en connais. Si c'était une fédération, comme en Allemagne par exemple, il y a un président de la fédération, voilà, qui peut représenter, il y a un chef de la République, un président de la République fédérale qui peut représenter l'Allemagne. Par contre, c'est surtout le chef du gouvernement qui représente l'Allemagne. On voit quand même la tête du gouvernement allemand, Scholz actuellement, Merkel précédemment. On visualise. L'Europe, on ne visualise pas. Vous avez 4 capitaines. Il n'y en a pas un, il y en a 4. Vous avez le Conseil européen, qui est représenté par son président Charles Michel à l'heure actuelle, qui est l'ancien Premier ministre belge, qui est chargé de représenter effectivement l'Union européenne auprès des autres pays dans le monde. Vous avez Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui est une autre représentante. Vous avez Josep Borrell, qui est le représentant des affaires étrangères, qui est le haut représentant des affaires étrangères, effectivement, qui siège au sein de la Commission, qui est un des représentants, effectivement, de l'Union européenne. Vous avez le Conseil de l'Union européenne, dont la présidence tourne tous les 6 mois, donc qui mène des affaires européennes tous les 6 mois. Actuellement, c'est la Belgique qui va donner la place à la Hongrie. Un peu difficile, d'ailleurs. Et puis, vous avez le Parlement européen. Bon, rappelez-vous, le pataquès, pour parler de... Enfin bon, le signal qui a été donné quand Erdogan, président de la Turquie, a reçu l'Union européenne l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, l'année dernière. Il y avait von der Leyen, Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, et il y avait Charles Michel, président du Conseil européen. Et il y avait le président Erdogan. Il y avait 2 chaises pour 3 personnes. Qui est-ce qui s'est assis en premier ? Invité par Erdogan, c'est le président du Conseil européen, Charles Michel. Madame von der Leyen, présidente de la Commission, est restée debout. D'abord parce que finalement, en hiérarchie représentative, finalement, elle n'était pas la première représentante, c'était d'abord le Conseil européen. Puis deuxièmement, ça a fait un petit schmilblick, si on peut dire, par rapport au fait qu'elle était une femme. Donc c'était un petit peu problématique dans l'image et de la femme et du pays où elle était reçue. Mais bon, ça a créé un petit incident diplomatique qui montre bien que la représentativité politique de l'Union européenne, elle n'est pas évidente. Alors j'aimerais parler d'Erasmus, parce que pour moi c'est, on va dire, le plus visible, entre guillemets, de la citoyenneté européenne, parce que c'est quand même des échanges, en tout cas pour moi c'est vraiment concret de ce que peut être effectivement l'échange de citoyens. On a beaucoup parlé dans ce podcast de l'échange des capitaux, voilà, les lois, mais... Voilà, là, c'est vraiment les échanges culturels et c'est Erasmus. Donc, c'est un programme qui a été initié, un programme européen qui a été initié en 1987 et donc qui est l'échange autour de l'éducation et que personne d'ailleurs ne remet en cause. Même les plus réfractaires à l'Europe ne veulent pas remettre en cause le programme Erasmus et dont les universités sont également partie prenante et notamment l'université ici de Savoie-Mont-Blanc, donc avec Annecy et le siège à Chambéry. Donc là, voilà une initiative concrète d'échange entre citoyens et depuis 1987. Donc c'est concret et à la fois une belle opération qui a fonctionné. Erasmus est la plus belle réussite de l'Union européenne. D'ailleurs, son budget est constamment croissant. Donc il y a un gros budget Erasmus. C'est la plus belle réussite, c'est l'avenir de l'Europe. Si on voulait résumer quels sont les bénéfices européens par l'Union européenne, le premier à citer, c'est ça, après la paix. Mais l'Erasmus, c'est vraiment l'avenir de l'Europe. Et ça permet pas qu'à des étudiants, puisque le nouveau programme Erasmus... Erasmus+, s'adresse aussi aux apprentis. Tout à fait, ouais. Et aux adultes. Exactement. Donc c'est même plus un projet, c'est une application, une réussite formidable. Il y a beaucoup d'argent et beaucoup de possibilités d'échange erasmusien. Ça permet aussi... Ça a été créé un peu pour ça aussi. Bon, bien sûr, les échanges culturels essentiellement, mais aussi de penser qu'à partir du moment où les peuples
se rencontrent, Voilà, exactement. ils travaillent pour la paix. Mm. Un couple, il y a beaucoup de couples Erasmus. Hein. Il y a énormément de couples Erasmus, des Allemands, des Français, des Espagnols, des Italiens qui se marient. Donc on peut espérer peut-être construire ou entretenir la paix grâce à Erasmus. Oui, je suis d'accord. Quoique, malheureusement dans le monde, il y a des exemples de ce genre, les mariages mixtes, que je connais bien en Bosnie-Herzégovine, qui étaient très 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 nombreux, malheureusement entre Serbes, Croates, Bosniaques, ça n'a malheureusement pas empêché, je veux dire, les familles, les armées, les peuples de s'entretuer. Mais bon, on peut espérer qu'en Europe, on ait évolué et qu'on puisse continuer à entretenir la paix aussi de cette manière. Puis quelque part, c'est l'Europe par le savoir. On a parlé de l'Europe économique, l'Europe des lois, on a également parlé de l'Europe politique, et il y a l'Europe de la culture et du savoir également. On n'en a pas assez parlé de l'Europe de la culture. Il y a un livre à lire qui s'appelle « D'une révolution à l'autre » comment il s'appelle son prénom déjà, Herzog, Philippe Herzog, qui était quelqu'un un éminent intellectuel, économiste, qui était économiste. Il a d'ailleurs été communiste dans son parcours il y a longtemps. Il a été un des initiateurs du programme commun de 81. Et puis c'est quelqu'un qui a évolué, qui a changé un petit peu son analyse, qui a d'ailleurs été conseiller de Michel Barnier lorsqu'il était dans son deuxième commissariat donc, à l'Europe. Et dans ce livre, D'une révolution à l'autre, il dit qu'il faudrait, pour que les peuples d'Europe puissent se communiquer, faire apprendre les langues, au moins 2 langues, dès la maternelle. Dès la maternelle, que déjà les enfants puissent apprendre à commencer à parler quelques mots, surtout la sonorité des mots, les habituer d'une manière acoustique, si on peut dire, à entendre la musique des langues, parce que les langues ont une musique. Il y a des langues, des mots qui ont une musique extraordinaire. Pour parler de la Bosnie, il y a le serbo-croate. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est koliko. Koliko, c'est musical. Koliko. Ça fait penser à coquelicot. Ça veut dire, oui, hein, c'est coloré et musical. Ça veut dire combien. Koliko. Il y a un accent qui est bien entendu. Et c'est très musical. Donc l'idée, déjà, interculturelle, c'est ça. On n'a pas parlé aussi des capitales culturelles de l'Europe. Chaque année, une capitale de l'Europe culturelle est nommée. Oui, tout à fait. La prochaine, d'ailleurs, dans 5 ans, je crois, 6 ans, ça sera Bourges. Bourges, tout à fait. Capitale européenne de la culture. De la culture, tout que à je connais bien. J'ai habité 4 ans à Bourges. Puis il faut dire qu'il y a un patrimoine culturel là-bas extraordinaire, historique, magnifique. Donc, il faut aussi développer la culture en Union européenne. Et la première des choses, c'est essayer de se comprendre. C'est dur. Est-ce que vous savez combien de langues y a-t-il en Europe ? Non, aucune idée. Il y a 27 pays. Oui, mais je pense qu'il y a plus de langues, non ? Non, moins. 24. 24, d'accord. 24 langues officielles, je veux dire. Oui. Alors, quand les entretiens, Conseil européen, Parlement européen, etc., existent, sont traduits simultanément par 8 interprètes, en 8 langues officielles, et lesquelles 8 langues sont déclinées sur les 24 en tout. Voilà. Donc il y a 24 langues. C'est-à-dire que quand vous sortez du Parlement européen et que vous attendez un petit peu, vous pouvez voir la traduction écrite dans les différentes langues. Mais c'est quand même dommage qu'on emploie encore l'anglais pour communiquer. Oui. C'est vrai que c'est la langue la plus connue pour l'instant. Alors, cela n'empêche pas non plus d'avoir des langues régionales, comme ici on a le savoyard. Et, absolument. Voilà. Ça n'empêche pas effectivement d'entretenir la culture locale. Exactement, bien sûr. C'est aussi ça qui fait... Le corse, le breton, le savoyard, bien sûr. C'est également ça qui fait avancer les pays, en tout cas dans l'Union européenne. Quels sont les intérêts d'appartenance à l'Union européenne ? On a déjà parlé de la citoyenneté, on a parlé de la protection, on a parlé de l'acte unique sur le plan économique. Même si la France n'a pas une balance positive, ça permet quand même d'exporter pas mal de choses. Bon, c'est pas si bien que l'Allemagne. On n'est pas autant bénéficiaire que l'Allemagne. Mais si on devait résumer, quel est l'intérêt de rester unis en Union européenne ? Premièrement, moi je pense, c'est une analyse personnelle, un engagement personnel. Après, je parlais d'un engagement collectif. Personnellement, je pense que si nous n'étions pas en Union européenne, on se serait déjà rebattu. Ça va bientôt faire 80 ans que nous sommes en paix sur notre territoire. J'exclus les événements d'Algérie, ce que les Algériens ont appelé la guerre d'indépendance, qui était une guerre, on va dire, civile. J'exclus
À tort ou à raison, mais j'ai exclu. Mais par contre, se battre contre un autre pays de l'Europe, non. Ça fait bientôt 80 ans que ça n'est pas arrivé. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est jamais arrivé. Jamais on a eu un temps de paix aussi long, pourvu que ça dure. Donc déjà, je pense que ça, c'est la valeur première, la paix. Peut-être que beaucoup n'y pensent pas en ce moment, mais bon Dieu, l'Europe a été, peut-être c'est son défaut, elle a été culturellement induite à entretenir la paix, elle n'a pas pensé à la guerre. Or, la guerre, elle est là. La guerre, elle est à nos portes et on n'est pas armé. La défense européenne n'existe pas encore et même les États ne sont pas suffisamment armés pour lutter contre qui, vous savez, actuellement. Bon. Et d'une manière générale, j'ai une diapo sous les yeux qui parle des pays européens marginalisés d'ici 2050. Actuellement, les puissances européennes, dans les 10 premières, par rapport au monde, sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. La France, elle est entre la 6e et la 7e place. Disons qu'entre 2020, 2024 et 2030, nous oscillerons de la 6e à la 7e place, sur 10, déjà. L'Allemagne sera 5e, elle est 4e actuellement, et le Royaume-Uni sera 6e, il est actuellement 5e. En 2050, si nous restions hors Union européenne, la prospective donnerait l'Allemagne 7e, sur les 8 premières. Il n'y aurait plus la France, il n'y aurait plus le Royaume-Uni, il n'y aurait plus tout ça. Et si nous sommes en Union européenne, à l'horizon 2050, seule l'Union européenne sera 4e, derrière la Chine en premier, les États-Unis en 2e, l'Inde en 3e, peut-être même l'Inde arrivera à dépasser les États-Unis parce que la population est la plus importante à l'heure actuelle, et ont disparu les 10 puissances européennes, première puissance européenne. Bon, alors la question est-ce que nous souhaitons être à la table des négociations et des décisions mondiales, table mondiale des décisions, ou bien est-ce que nous souhaitons être à la remorque ? Voilà, point d'interrogation. Voilà. Et ben c'est sur ce point d'interrogation que nous terminons cette série de podcasts. Donc l'Europe vue de la Savoie. Merci beaucoup Henri-Georges Brun, donc président de la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie, d'avoir participé à ce podcast et d'avoir apporté autant d'informations sur l'Union européenne. Et merci beaucoup à Damien pour cette très belle initiative. Ben merci à tous.